on va continuer donc avec le docteur Charlotte Arbelot, qui j'ai de la chance qu'elle travaille avec nous à Marseille. Merci beaucoup, Paul. Et Charlotte a la particularité d'avoir des DU de cardiologue et de radiologue en échographie, donc elle connaît, et d'être anesthésiste réanimateur, donc elle connaît très très bien le sujet. À toi, Charlotte. Merci beaucoup. D'abord, merci, messieurs les modérateurs, de m'avoir invité parmi vous pour parler d'écho. C'est toujours un plaisir. Et puis, merci à vous d'être là et d'avoir tenu bon jusqu'à présent. Alors moi, je vais vous parler d'échographie et de sécurisation de procédures en anesthésie-réanimation, comme depuis le début de cette session. Et comme les dernières questions étaient un peu ouvertes, j'ai choisi un peu arbitrairement le drainage thoracique, les voies aériennes, la sonde nasogastrique et l'exemple de la ponction lombaire. Je les ai choisis parce que finalement, c'était des procédures qu'on croisait couramment dans notre quotidien, ou alors c'était des procédures qui étaient particulièrement à risque pour nos coronaires. Et que les sécuriser, c'était bien. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt, j'ai pas fait de slide là-dessus, mais j'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, tout d'abord, le drainage thoracique. Donc, en attente d'une RFE qui est dans les tuyaux, comme on dit, on a déjà cette RFE de la SFAR de 2010 qui proposait que l'échographie, pour la pose d'un drain thoracique, ça confirme le diagnostic suspecté sur la radiographie pulmonaire. Ça permet un repérage précis d'un épanchement localisé dans le cadre d'un abcès ou d'un thorax particulièrement cloisonné. Ça permet d'évaluer le volume prévisible de l'épanchement liquidien, pouvoir le suivre et pouvoir éventuellement voir l'efficacité de son drainage et voir si oui ou non on le draine avec un critère supplémentaire de volumétrie et pouvoir anticiper le type d'épanchement, en tout cas suspecter un type d'épanchement. Donc je vous ai mis RFE SFAR 2022 en cours, ce sera plutôt 2023. Donc en gros, ça, c'est des études qui sont déjà sorties, qui proposent que l'échographie avant un drainage pleural pourrait diminuer les complications liées à ce drainage. À savoir plus de réussite, moins de complications, en particulier pour déterminer le site. Et j'aime bien vous montrer en fait le résultat de ce travail qui montre que quand on se met dans le 5e espace intercostal, eh bien en fait, il y a quand même quasiment 20% des drainages que vous allez faire soit sur le diaphragme, soit au-dessous du diaphragme. Donc ça, c'est quelque chose d'important à transmettre aux gens qui disent « Ah bah oui, mais moi, je suis sûr de moi », et notamment à nos collègues chirurgiens. Donc nous, on a des internes de chirurgie thoracique qui vont à chaque fois à la fleur au fusil, et donc il faut vraiment leur dire « Non mais regarde à l'écho et tu vas voir, tu vas te planter ». Les difficultés prévisibles, je vais vous montrer une petite image suivante, une petite vidéo, parce que c'est de l'écho, il faut bien un peu de vidéo. Notamment en allant regarder et en faisant un Doppler sur le site de ponction et la sélection du type de drainage, à savoir, vous verrez que quand même, probablement que l'utilisation d'un petit drain type Pleurocat ou queue de cochon reste quand même un drainage qui est largement satisfaisant dans la plupart des cas de figure, même si là encore, nos collègues chirurgiens vont vouloir un gros drain. Tu mets un gros drain, oui. Donc là, c'est simplement vous montrer que si vous mettez un gros drain là, le reste de votre nuit est un peu compromis. Le drainage thoracique, donc toujours, est-ce qu'on fait de l'écho-repérage ou est-ce qu'on fait de l'écho-guidage? Alors, si vous posez un gros drain, vous faites de l'écho-repérage. Par contre, si vous posez un drainage type Pleurocat ou queue de cochon, eh bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire de l'écho-repérage. Alors, vous notez que les images qui sont issues de cet article, qui est vraiment bien fait, sont des images où il y a quand même les petits tirets pour vous montrer où sont les choses. Ça veut dire que quand même, échographiquement parlant, il faut avoir l'œil. Mais l'œil, vous l'avez finalement, parce que ces guides que vous voyez au quotidien, que ce soit pour poser des voies centrales, des voies veineuses périphériques, poser vos artères, la technique de Seldinger sous écho, c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on a rapidement dans l'œil. Donc là encore, il n'y a pas de courbe d'apprentissage. Non, il n'y en aura pas. Mais en tout cas, les images, c'est des images qui vont être familières. Donc vous pouvez faire votre premier repérage quand vous ponctionnez, voir votre aiguille dans votre épanchement pleural, et puis suivre la suite de votre procédure, à savoir le guide, voir le guide arriver dans votre liquide, et puis finalement pouvoir cathétériser votre Pleurocat, ou en tout cas votre drain de petit calibre, pour éviter ça. Bon,
Ça, c'est pas très grave finalement parce que le drain, il va très très loin. Rassurez-vous, il est quand même dans la cavité thoracique. Mais c'est vrai que c'est toujours dommage d'aller faire ces petits points, de fixer, d'embêter le patient une deuxième fois en lui disant oh, excusez-nous, hop là, et puis on se retire. Alors que finalement, on aurait pu faire ça d'une seule traite. Deuxième chose dont j'ai voulu vous parler, c'est les voies aériennes. Alors, les voies aériennes, c'est quelque chose qui nous angoisse tous. Moi, la première. L'idée, c'est de savoir, est-ce que mon échographie, elle va pouvoir me permettre d'être plus détendue et de sécuriser mon abord. Alors, j'ai voulu vous parler de la détection de l'intubation difficile, la détection de l'estomac plein. Alors, vous verrez que c'est sans commune mesure, puisque la détection de l'intubation difficile, vous allez probablement rester sur votre faim. Oui, je sais, je spoil un peu. Et l'estomac plein, par contre, c'est quelque chose d'assez solide. Et deuxième chose, c'est en post-intubation, bah oui, c'est exactement la même démarche que quand vous posez un cathé, eh bien, allez vérifier que la procédure s'est bien passée, c'est-à-dire détecter la malposition de votre sonde d'intubation, est-ce qu'elle est œsophagienne, est-ce qu'elle est sélective, est-ce que j'ai fait un pneumothorax. La sécurisation des trachéotomies percutanées et de la cricothyroïdectomie de sauvetage. Là, vous allez me dire, mais en urgence, quel est l'intérêt ? Bien, vous allez voir qu'en urgence, ça peut avoir un intérêt. Et alors proposer, ça je vous l'ai mis en gris, mais je ne vais même pas vous en parler. Prédire les voies aériennes supérieures. Alors vous voyez que là, je vous montre des images qui sont tirées d'un travail de 2019 qui vont aller regarder la distance entre la peau, donc c'est des patients qui ne sont pas intubés, et on va aller voir si, en fonction de paramètres échographiques des voies aériennes supérieures, eh bien, ils vont correspondre à une laryngoscopie difficile ou pas. Donc en gros, on fait la distance entre la peau et l'osioïde, la distance entre la peau et l'épiglotte, la distance entre la peau et la membrane cricothyroïdienne, la distance entre la peau et l'isthme thyroïdien, et la distance entre la peau et la fourchette sternale. Donc tous ces paramètres ont été proposés, il y en a même plein d'autres avec des paramètres de plus en plus compliqués. Donc en gros, ça, c'est deux premiers qu'il faut éventuellement retenir, peut-être que ça sortira un jour, notamment sur, donc je vous le refais, la distance entre la peau et l'osioïde et la distance entre la peau et l'épiglotte. Mais globalement, il y a jusqu'à 45 indicateurs d'intubation difficile en échographie. Et ça discrédite un petit peu. Voilà. Donc il y en aura probablement, mais pour l'instant, il n'y en a pas de fiable, très fiable. Surtout que les variations, elles sont de quelques millimètres. Vous avez vu la qualité des images. Et encore, ça, c'est les images qui sont parues dans les papiers. Donc la qualité au quotidien, elle risque d'être un petit peu difficile et les variations de quelques millimètres, elles sont difficiles à mettre en évidence. L'utilisation pratique, moi, j'en ai pas trouvé. Après avoir vraiment lu ces articles, je me suis dit que non, ça n'allait pas changer ma pratique quotidienne là-dessus. Et les variations anatomiques, elles sont probablement plus importantes, puisque les populations qui sont étudiées dans ces papiers sont des populations asiatiques, et que leur conformation de cou est un petit peu différente de la conformation de cou qu'on rencontre au quotidien dans un CHU marseillais, par exemple. La deuxième, qui est beaucoup plus solide, c'est prédire l'estomac plein. Alors, je me suis servi lâchement, mais elle est très bien, de cette diapo qui est issue de ce congrès ISFA en 2019. Donc en gros, on analyse, mais vous savez tous le faire, le patient en décubitus dorsal à 45 degrés, donc soit son estomac est plein, voilà, soit son estomac est vide ou douteux, et donc là vous le mettez en décubitus latéral droit, si c'est possible, soit il est vide, et soit vous avez un doute, vous mesurez sa surface entrale, donc c'est pi fois D2 fois D1, divisé par 4, et vous allez trouver si votre patient a un estomac plein, oui ou non. Ça peut être d'un intérêt réellement manifeste si vous vous trouvez dans une situation d'un patient intubé. Contrôler l'intubation. Donc on va dire que vous avez eu de la chance, vous avez intubé votre patient, et là, ça ne va pas. Que se passe-t-il ? Après le positionnement du laryngoscope, il y a des travaux qui proposent de surveiller la bonne position de la sonde d'intubation. Ça, c'est une bonne idée, mais il faut avoir un opérateur supplémentaire qui a une sonde d'échographie, par exemple linéaire, au niveau cervical, et qui va surveiller l'arrivée du tube dans le bon trou. Donc en gros, on peut avoir, par exemple, sur cette image, la trachée qui est là, vous voyez, on voit assez bien l'interface tissulaire et gazeuse, et là, on voit le tube qui est passé dans l'œsophage. Donc cette image, elle peut apparaître, mais là encore, en termes pratiques,
soit effectivement vous avez quelqu'un qui est attitré à faire de l'échographie quand vous allez intuber votre patient et qui va pouvoir aller vérifier que le tube est dans le bon trou, soit c'est, on va dire en termes de pratique, pas hyper intéressant. Ça peut être intéressant quand vous avez un doute sur une intubation œsophagienne. Là, effectivement, vous pouvez regarder en cervical et vous allez voir le tube pas dans le bon trou. Il y a des gens qui ont proposé la variation du diamètre trachéal au gonflage du ballonnet. Toujours pareil, ça peut être intéressant. Les modèles, ils sont essentiellement sur cadavre ou sur modèle animal, mais franchement, là, pour le coup, il y a un petit peu plus de littérature à pourvoir. Contrôler l'intubation. Alors, la symétrie du glissement pleural est-il conservé en post-intubation? Oui, non. Pas de glissement pleural d'un côté. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un pneumothorax ou est-ce que c'est parce que j'ai une intubation sélective? Bien là, à ce moment-là, c'est simple. Soit vous avez un pouls pleural et ou des lignes B, et là, vous avez une intubation sélective. Vous allez voir des vidéos après pour ceux qui sont inquiets. Soit vous avez un pouls pleural et des lignes B qui sont absents, voire un point P, et là, à ce moment-là, vous pouvez faire le diagnostic d'un pneumothorax. Je vous montre. Ça, c'est le pouls pleural. Vous voyez, on n'a pas de glissement ou de scintillement pleural, mais par contre, avec le mouvement du battement cardiaque, vous allez avoir un mouvement de la plèvre. Et là, vous allez avoir l'interface entre l'absence de glissement pleural et le glissement pleural qui définit votre point P sur un pneumothorax. On passe à la trachéo. Oui, vous n'avez pas réussi à intuber votre patient. Bon, je plaisante. La trachéotomie percutanée. Alors, les propositions qu'il y a de travaux pour la sécurisation de la procédure de trachéotomie percutanée, c'est hors urgence. Donc là, il n'y a pas de procédure d'urgence. C'est une trachéotomie percutanée réglée que vous faites dans le service. Donc, ce qui va vous être demandé, c'est de repérer les structures à l'échographie, contrôler l'absence de vaisseaux dans la zone de ponction. Après, ça va pouvoir éventuellement vous aider au choix du site de ponction sur les patients qui ont des coups un peu difficiles et ça va vous permettre d'élargir les indications de trachéotomie percutanée à des patients que vous n'auriez pas forcément trachéotomisés en percute et plutôt confiés au chirurgien ou de façon inverse, des patients chez qui vous aviez très très envie de faire une trachéopercute et puis finalement le TABC est gentiment apparu sur votre écho devant votre site de ponction et là vous avez changé votre idée. Ça peut vous permettre également de repérer l'isthme thyroïdien ou de calculer éventuellement la taille de sonde pour des patients un petit peu atypiques. Le suivi de la procédure, en fait, il y a un peu de littérature là-dessus, mais globalement, ça paraît un peu moins performant que la fibroscopie, notamment quand, pour ceux qui ont l'habitude des trachéotomies percutanées, quand vous avez votre fibroscopie qui va aller vérifier que l'aiguille n'est pas enfoncée dans le mur postérieur de votre trachée, et bien là, votre échographie est moins performante de ça. Est-ce que ça va vous permettre de retirer de façon guidée votre sonde d'intubation? Oui, peut-être. Et ça vous permettre effectivement de guetter vos complications, notamment le pneumothorax. Alors, quand je vous ai dit sécurisation de la trachéotomie percutanée, oui, parce que vous allez voir qu'il y a quand même un certain pourcentage de patients qui vont avoir un TABC qui naît juste devant la trachée et, pas de chance, juste devant l'endroit où vous allez faire votre cannulation. Alors à ceux qui disent « Ah oui, mais ça s'est bien passé », elle n'était pas loin, mais ça s'est bien passé. Il n'a pas saigné. Alors méfiez-vous, parce qu'en général, ce n'est pas immédiatement que ça saigne. C'est 10 à 15 jours plus tard, quand le TABC s'est bien érodé. Et là, il y a assez peu de solutions. Une fois que ce TABC est bien érodé, il explose un matin, tristement, et votre patient décède. Donc ne vous dites pas « Ouais, ça s'est bien passé, on n'a pas regardé, mais ça s'est bien passé ». Donc, c'est d'ailleurs proposé. Ça permet d'améliorer la sécurité du geste. Alors, surtout quand vous avez des repères anatomiques difficilement palpables, et l'écho Doppler, ça vous permet de visualiser donc, ce fameux TABC. Et d'ailleurs, c'est recommandé. Ça fait partie des recos de l'ASFAR. Il faut probablement réaliser une échographie cervicale lors de la réalisation d'une trachéotomie percutanée en réanimation. Grade de plus, accord fort. Alors, cette sécurisation, elle va vous permettre de voir quoi? Elle va vous permettre de voir l'espace entre les anneaux trachéaux. Bon, ça, vous allez me dire, mais on le sent, cet espace entre les anneaux trachéaux. Oui, d'ailleurs, quand on le sent, c'est là qu'on fait la trachéopercute. Mais quand on ne le sent pas, en général, on a tendance à dire, oh là là, confions-le au chirurgien. Ce qui est une bonne option aussi, mais les trachéotomies chirurgicales, elles sont aussi grévées de complications. Et puis les trachéotomies percutanées, on peut élargir
le champ d'utilisation. Donc effectivement, on peut peut-être se dire que si on le visualise à l'échographie, notre espace entre deux anneaux trachéaux, eh bien on peut tenter une trachéotomie percutanée. On peut utiliser aussi des repères. Donc là, vous voyez que on peut se mettre une petite aiguille ou en tout cas un petit repère métallique pour faire l'écho et pour repérer qu'on est bien médian, parce qu'il y a certains coups où on n'arrive même pas à se dire qu'on est médian. Et puis finalement, après la réalisation de la trachéotomie percutanée, vous enlevez vos champs et vous trouvez que la canule, elle est complètement en vrac sur le côté. Ça nous est déjà tous arrivé. Et on se dit, oulala, et bien ça, en fait, ça permettra d'être mieux. C'est pas juste esthétique, c'est juste qu'après, il risque d'y avoir des conflits entre la canule et votre trachée. Et donc le fait d'être au milieu et d'avoir fait un repérage, c'est quand même pas mal. Donc là, c'est des très belles images per procédure, donc où on repère la sonde d'intubation, on repère le cartilage cricoïde, tous les anneaux trachéaux. Là, vous avez la ponction à l'aiguille, et puis vous avez votre guide qui va gentiment aller dans votre trachée. Bon, ça c'est très très beau. En vrai, quand on essaye de le faire, c'est toujours moins joli. C'est toujours moins joli, mais peut-être que c'est parce qu'on n'en fait pas beaucoup, donc ça vaudrait le coup d'aller s'entraîner. J'ai pas été 100% convaincue, je vous le dis. La cricothyroïdotomie, alors vous me direz, oui, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quand on est dans l'urgence, d'aller faire de l'écho, alors que déjà, c'est quand même une très mauvaise phase de votre journée qui s'annonce? Non. En fait, le repérage ultrasonographique, ça permet de sécuriser ce repérage. C'est-à-dire que vous avez un patient qui a une intubation difficile prévue. Là, on est dans la case, c'est prévu. Donc vous savez que ça va être difficile. Vous avez prévu votre algorithme parce que vous êtes bien, que vous suivez les recos. Et donc peut-être que chez ce patient-là, vous allez pouvoir repérer votre membrane. Et évidemment, comme il a une intubation difficile prévue, il n'a pas forcément une anatomie cervicale facile. Et donc vous avez repéré votre site de ponction si vous devez faire la crico. Moi, je vous propose de le faire. Voilà. Alors, en gros, à ceux qui se disent « non, mais je vais y arriver, t'inquiète pas », bon, je ne m'inquiète pas. Lors des difficultés d'identification des structures, il y a des travaux pour voir ce qu'on peut faire à l'aveugle, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment bien l'aveugle. Sur des pathologies de voie aérienne supérieure, l'incision large, non médiane. Donc il y a des gens qui disent ouais, j'incise sur 8 cm, j'ouvre le machin et je vais bien voir. Ah. Alors, l'incision large, non médiane, saignement ou échec. Donc quand on palpe sur un patient qui a une pathologie des voies aériennes supérieures, on se trompe de 1,5 à 2,3 cm chez 20% des patients. Donc vous voyez, on se plante beaucoup. Et on se plante chez les patients chez qui on n'a pas envie de se planter. Les gros vaisseaux, quand on les regarde à 10 cm, à 10 mm, 20 mm et 30 mm au-dessus de la fourchette sternale, eh bien, il y en a 25, 9 ou 1% devant la trachée. Donc là aussi, faites un petit coup d'écho avant. Et le repérage de la membrane en extension, ça se modifie peu selon la mobilisation du patient. Donc ne vous inquiétez pas, vous repérez votre membrane chez votre patient qui est vigile, que vous allez intuber, et puis après, vous le mettez dans les positions que vous voulez pendant que vous essayez de l'intuber. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, votre cricot est à la place sur le petit repère, la petite croix que vous avez fait avant l'intubation. La sonde nasogastrique, le contrôle plus que la pose, oui. Là encore, je ne suis pas encore complètement convaincue par la littérature. C'est comparé à l'auscultation, la radio, et ça semble pas très suffisant seul. Donc on fait tous ça, hein, ça nous arrive. On injecte un petit peu d'air dans la gastrique, puis on regarde à l'écho. C'est pas mal, mais sauf que quand on voit pas, on voit pas. La pose, elle n'est pas facile non plus. La ponction lombaire, et après j'arrête, c'est un cas de figure où on peut être amené à utiliser l'échographie. Donc on a une expertise croissante de ces rachis, ces péris sous écho. Et du coup, en fait, cette zone-là nous intéresse sur des ponctions lombaires qui s'avèrent difficiles. Plutôt que d'aller transformer en terrain de golf le bas du dos de votre patient, eh bien, vous pouvez faire un repérage échographique chez des patients qui sont difficiles ou sur des niveaux qui sont un peu inhabituels. Donc en gros, il y a plus de taux de réussite, notamment chez l'obèse. Ça fait plus vite, c'est moins traumatique. Et ces informations, alors elles ne sont pas retrouvées avec un examen physique seul. Donc la profondeur du ligament jaune, l'espace plus favorable, les anomalies locales, ça on ne pourra pas le voir en regardant simplement le patient. Donc là, vous avez SP qui est l'épineuse. Vous avez les apophyses transverses ici.
LF, c'est le ligament jaune, et là, c'est le ligament longitudinal postérieur. Donc en gros, si vous vous mettez là, vous allez pouvoir repérer votre espace le plus favorable, calculer la distance que vous allez avoir besoin pour faire votre PL, donc voir un petit peu si vous avez besoin, chez un patient obèse, d'un matériel spécifique ou si vous pouvez tenter la ponction lombaire normale. Et là encore, l'utilisation recommandée, notamment chez les novices, chez nos internes, de fantômes d'échographie. Voilà, en conclusion. C'est la conclusion aussi de tous les topos que vous avez vus cet après-midi. C'est plus de réussite, moins de complications, avec un outil que nous avons à disposition partout. La formation, elle est importante, et la recherche, elle est importante, notamment pour probablement rendre plus efficientes les mesures de sécurisation de ces procédures, comme je vous ai montré pour la trachéo, pour la crico. C'est des choses qui sont intéressantes. Merci à vous. Merci beaucoup. Effectivement, donc un grand panel de possibilités pour l'échographie. Alors ça, il y a quelques-unes qu'on avait un petit peu en tête. C'est vrai que globalement, la sonde gastrique, moi c'est un truc. Enfin, j'en ai parlé avec Laurent juste avant. J'étais absolument pas persuadé que on pouvait être aidé par l'écho. Donc, enfin en tout cas de façon formelle. Donc pourquoi pas. Après les voies aériennes, je pense que c'est une grande bouteille à l'encre, hein, parce que ça c'est un truc. Alors, la vision safety, c'est ce qu'il nous a montré avec évidemment un tronc artériel brachocéphalique qui naît devant. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même très très importantes. Et la vérification. Après, sur les vérifications ultimes et notamment l'intubation difficile, là, je pense qu'on est encore très loin. Est-ce qu'il y a des questions sur ces indications potentielles dans, encore une fois, des activités quotidiennes de notre pratique? Éco-guidage et drain thoracique. Du coup, moi, je fais plutôt de l'éco-repérage. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut utiliser une sonde convexe et se mettre un peu plus loin? Ou est-ce que toi, tu ferais plutôt que de l'éco-repérage? Alors, moi, je fais maintenant. Ça m'a aidé, ce topo, parce qu'avant, effectivement, je faisais de l'éco-repérage principalement. Ça m'avait, une fois ou deux, je m'étais dit je vais faire un peu d'éco-guidage pour montrer aux internes, et ça s'était bien passé. Et c'est vrai que là, je me suis mis à faire systématique, alors pour des drains de petit calibre posés en technique de Seldinger, et en fait, on a une visualisation qui est excellente, que ce soit avec la sonde d'écho-abdos ou que ce soit avec une sonde linéaire, parce que finalement, on ne va pas demander à la sonde d'aller très loin. C'est juste passer la peau et aller jusqu'à la zone pleurale. Et franchement, la visualisation, donc je vous ai montré le papier avec les petits tirets, mais quand on arrive à faire bouger sa sonde et à se mettre dans deux plans en mobilisant la sonde, on le voit vraiment bien, ce guide. Enfin, voilà, l'essayer, c'est l'adopter. La prochaine fois que vous avez à poser un drain pleural de petit calibre, n'hésitez pas, regardez un petit coup et ça vous convaincra probablement. Donc tu mets la sonde. Ce que tu vois, c'est le passage du drain dans la plèvre, etc. Après, tu ne vois pas la localisation finale on est d'accord, hein? Non, on est bien d'accord. Ouais. On voit bien qu'on rentre dans la plèvre, mais après, on perd la fin du guide, c'est vrai. Par contre, on peut aller mesurer, donc avant, la distance qu'on aimerait pour éviter d'avoir des guides qui sont enfilés jusqu'à la garde. Tu poses la sonde sur la paroi latérale du thorax, pas sur la paroi antérieure? Non, sur la paroi latérale du thorax. D'accord. Pour la sonde nasogastrique, oui, c'est en fait peut-être que le message, c'est si on voit, soit on la voit, donc on peut la voir en coupe, la coupe qu'on fait d'habitude, que vous savez tous faire pour voir si l'estomac est plein. On peut voir donc dans ce cas-là en petit axe et le cône d'ombre postérieur. Soit on peut essayer de se mettre en coupe transversale et voir du coup arriver la sonde gastrique dans le ventre. Soit surtout on peut faire un test aux bulles. Voilà, donc si on la voit, c'est bon. Si on la voit pas, il faut faire une radio. Voilà, peut-être que nous, on a un appareil ultra portatif dans la réanimation qui est utilisé par les infirmières. Peut-être qu'il y en a qui commencent à le faire. Peut-être que les infirmières, elles peuvent essayer. En première intention, si elles le voient, elles sont sûres, elles ne font pas de radio. Si elles ne voient pas, elles font de radio. Voilà, c'est pas systématisé chez nous, mais c'est quelque chose qui est maintenant supporté par la littérature. Ça a commencé en 2005 par l'équipe d'Éric Maury. Et là, il y a une étude donc, dans Chest que tu as citée, 2021, où il y a plusieurs centaines de 500 patients quand même qui valident. Donc vous avez quand même de la littérature derrière pour vous conforter. Pas d'autres questions sur cette utilisation? L'échographe chez tout le monde, tous les jours et tout le temps. Bon, écoutez, merci encore une fois d'avoir assisté à cette belle session et à très bientôt.